Bonsoir et bienvenue à vous en direct sur Public Sénat. Voici les titres du 22h ce soir. À 3 jours du scrutin européen, le Front National fait la course en tête dans les sondages. Le parti de Marine Le Pen accuse une légère baisse mais conserve la pole position devant l'UMP. Et c'est le Parti Socialiste qui pourrait subir une grande déroute électorale avec un score qui s'effrite. Analyse à suivre et entretien ce soir avec Jean-Dominique Giuliani. C'est le président de la Fondation Robert Schuman et auteur du livre « Pourquoi et comment l'Europe restera le cœur du monde ?» Petit traité d'optimisme. Le gouvernement se félicite de sa politique de lutte contre la fraude fiscale. Les redressements ont rapporté 10 milliards d'euros en 2013 dans les caisses de l'État. Bercy ne compte pas baisser la garde, au contraire. Les dossiers des repentis affluent et les avoirs cachés en Suisse sont révélés au grand jour. Cette source de financement pour l'État ne semble pas prête de se tarir. Est-ce vraiment le cas? Décryptage tout à l'heure de Jean-Louis Gombaud. La sœur de Mohamed Merah, introuvable. La section antiterroriste du parquet de Paris ouvre une enquête préliminaire. Souad Merah et son compagnon pourraient être partis faire le djihad en Syrie. Le mois dernier, cette dernière avait été placée en garde à vue puis relâchée. Dans l'enquête autour de complicité des tueries de Toulouse et de Montauban, comment expliquer que les services secrets aient perdu sa trace? Les détails dans le tour de l'info tout à l'heure. Un coup d'État annoncé en direct à la télévision. L'armée thaïlandaise verrouille le pays avec la suspension de la Constitution et impose un couvre-feu. Ce coup de force intervient après des semaines de crise et de manifestations anti-gouvernement. Les appels se multiplient ce soir aux États-Unis et en Europe pour une rapide reprise du processus démocratique. Plus d'éléments tout à l'heure. Voilà pour le programme de votre 22h. Merci d'être en notre compagnie ce soir. Les réactions sont contrastées après la publication de la tribune de Nicolas Sarkozy sur l'Europe à 3 jours du scrutin. Si certains se sont montrés très enthousiastes au sein de l'UMP, bien d'autres l'ont salué du bout des lèvres. On voit tout cela avec Mounir Soussi. Une nouvelle carte postale de 6 pages. Il lui suffit d'une tribune pour faire tourner le débat autour de ses propositions et se rappeler au bon souvenir de toute la classe politique. Dans ce texte très critique, Nicolas Sarkozy réclame une réforme de Schengen et une réduction des pouvoirs de la Commission au profit du Parlement européen. Des demandes qui interrogent l'opposition. Cette tribune dresse un bilan sévère de 10 ans de politique de droite en Europe, finalement, et aussi de sa propre politique. Une sortie qui tombe au plus mauvais moment pour l'UMP. En pleine crise de leadership, elle vient affaiblir un peu plus les dirigeants du parti divisés sur la place à accorder à cette prise de position. Sa parole est toujours utile, mais ce n'est pas déterminant. Ce que je crois, c'est que de toute façon, la question de Nicolas Sarkozy pour l'avenir de la France est posée. Je ne sais pas s'il pourra, s'il devra s'engager. En tout cas, je ne souhaite pas qu'il participe au débat trop tôt. Je pense que sur un sujet comme celui-ci, il était précieux d'avoir la parole de l'ancien président de la République. Peut-être aussi qu'il a un rôle à jouer dans l'éclairage de l'opinion publique sur les enjeux. Le chemin à emprunter est tellement brouillé aujourd'hui par les positions des uns des autres. Pour le FN, les propositions de Nicolas Sarkozy sur l'immigration ou la réforme des institutions arrivent vraiment trop tard. Il nous refait les mêmes promesses, elle est maintenant depuis 10 ans, 12 ans. Réformer Schengen, durcir Schengen, mais il disait déjà la même chose quand il était ministre de l'Intérieur, candidat à la présidentielle, puis président de la République. Au final, Nicolas Sarkozy fait plus parler de lui que de l'Europe avec cette tribune, dans cette campagne qui peine à décoller. L'UMP et son président se préparent à des jours agités. La guerre interne pourrait de nouveau éclater au sein du parti. Mardi prochain, Jean-François Copé devrait s'expliquer au cours d'un bureau national sur les soupçons de surfacturation par la société Big Malion. Il promet de dire tout ce qu'il sait de cette affaire et de plus en plus de cadres du parti s'interrogent sur son rôle exact. Les détails avec Nathalie Guilloire. Est-ce le début d'un nouvel épisode de la guerre Copé-Fillon? Cela y ressemble bien. Ce matin, François Fillon tire le premier. Sans attaquer Jean-François Copé directement, l'ancien Premier ministre laisse entendre que l'UMP ne pourrait pas survivre à l'affaire Big Malion. Il y a une famille politique qui préexistait à l'UMP et qui continuera de s'exprimer, qui est grosso modo la famille des hommes et des femmes qui sont attachés à la liberté individuelle, au respect de la personne. Le reste, ce sont des structures, et les structures, elles peuvent évoluer, elles peuvent changer. François Fillon veut du changement et parle même de construire un projet de rupture au lendemain des élections européennes. Dans ce contexte, le président de l'UMP se retrouve sous pression.
Pourtant, Jean-François Copé se veut serein face aux soupçons de surfacturation dans l'affaire Big Malion. Moi j'ai des interrogations, elles sont récentes, je ne vous le cache pas. Je veux dire simplement aux militants, aux sympathisants, aux Françaises et aux Français, qu'à partir du moment où il y a des interrogations, elles doivent être levées. Et de ce point de vue, je me réjouis qu'il y ait une enquête de la justice. Jean-François Copé fait bonne figure, ne veut rien lâcher et surtout pas son mandat qui expire en novembre 2015. Une nouvelle fois, l'UMP est au bord de l'implosion. Le sort de Jean-François Copé se jouera sûrement mardi, lors de la réunion du bureau politique du parti. Après la prolongation de sa garde à vue, Isabelle Balkany, l'épouse et première adjointe au maire UMP de Levallois-Perret, Patrick Balkany, a été mise en examen par les juges financiers Renaud Van Ruynebeck et Patricia Simon dans le cadre de faits présumés de blanchiment, de fraude fiscale. Et justement, le gouvernement qui se félicite par ailleurs de sa politique de lutte contre la fraude fiscale, les redressements ont rapporté 10 milliards d'euros en 2013 dans les caisses de l'État et Bercy ne compte pas baisser la garde. Au contraire, les dossiers des repentis affluent et les avoirs cachés en Suisse sont révélés au grand jour. Cette source de financement pour l'État ne semble pas prête de se tarir. Est-ce vraiment le cas? Décryptage dans un instant de notre chroniqueur Jean-Louis Gombaud. Mais d'abord, le rappel des faits et des chiffres avec Flora Sauvage. Prendre aux riches pour donner aux pauvres, telle est l'intention du gouvernement. Son but, financer les baisses d'impôts de 1 milliard d'euros pour les plus modestes par l'argent de la régularisation fiscale. Grâce à l'imposition de comptes récemment rapatriés de Suisse, c'est 1,8 milliard d'euros qui devrait rentrer dans les caisses de l'État. Une somme nettement supérieure à ce qui était initialement prévu. Nous avons dit que nous étions nettement au-delà de nos espérances, puisque l'espérance, elle se traduit dans la loi de finances. Ça sonne bien, elle était de 800 millions. Depuis juin 2013, 23 000 fraudeurs se sont présentés devant les services de l'État pour régulariser leur situation. La grande majorité d'entre eux n'étaient pas des fraudeurs actifs. Il s'agissait de personnes ayant hérité de comptes cachés en Suisse, ce qui explique la sévérité de l'État. La fraude est une infraction. Elle est particulièrement grave parce que c'est le type d'infraction qui remet en cause le pacte républicain. D'après la commission des finances du Sénat, jusqu'à 600 milliards d'euros seraient cachés par des sociétés et des particuliers sur des comptes offshore. Mais les recettes fiscales supplémentaires liées au rapatriement de comptes à l'étranger représentent moins de 1% de l'évasion fiscale chaque année. Et le décryptage du 22h, c'est avec Jean-Louis Gombaud. Bonsoir Jean-Louis. Bonsoir Sonia. Alors l'État se félicite et veut renforcer davantage la lutte contre la fraude fiscale. Est-ce que ça peut permettre de financer les baisses d'impôts promises? Alors ça dépend de quoi on parle, parce qu'évidemment pour 2014-2015, il n'y a aucun problème. C'est que les baisses d'impôts promises sont de l'ordre de 1 milliard d'euros annuel. Et effectivement, les recettes fiscales liées à la lutte contre l'expatriation fiscale, ou plutôt à la régularisation des expatriés fiscaux qui reviennent au bercail, a augmenté cette année de 1 milliard. Donc on va les retrouver. Mais qui sont ces expatriés fiscaux qui reviennent? Ce sont des gens qui prennent peur devant les menaces pénales qui ont été votées par le Parlement à la fin de l'année dernière et qui se sont renforcées en disant si vous ne régularisez pas tout de suite, attention, ça risque de vous coûter cher. Et aujourd'hui, on est autour de 100 dossiers qui brusquement arrivent à Bercy pour demander une régularisation. Mais au bout d'un moment, si vous voulez, les gens qui ont vraiment décidé de rester là où ils sont, c'est-à-dire dans leurs paradis fiscaux, ceux-là, ils ne vont pas revenir automatiquement. Ce sont ces gens qui prennent peur, qui reviennent et qui ont fait un afflux d'argent supplémentaire. Autrement dit, le milliard d'euros que nous avons récolté l'année dernière à cause de l'épouvantail que nous avons tendu, eh bien, ça pourrait ne pas se reproduire. Donc vous avez une garantie pour 2014 et 2015 sans doute sur cette baisse d'impôts, mais il va falloir trouver d'autres recettes que celles exceptionnelles, en quelque sorte, qui arrivent aujourd'hui dans le Trésor français. En attendant, c'est quand même 10 milliards dans la poche, dans les caisses de l'État. Est-ce que, Jean-Louis, c'est 10 milliards de moins à trouver par rapport aux fameux 50 milliards d'euros? Alors, il faut bien voir que, évidemment, 10 milliards, c'est beaucoup. C'est beaucoup d'argent. Et effectivement, en 2013, on a récolté 10 milliards. C'est quand même beaucoup d'argent. Et c'est 1 milliard de plus qu'en 2012. Donc c'est ça qu'il faut compter. 1 milliard de plus qu'en 2012. Autrement dit, si on compte seulement sur la lutte
contre la fraude fiscale au rythme actuel, il nous faudrait un demi-siècle pour trouver les 50 milliards qu'on cherche pour 3 ans. Or, le problème, quand même, se complique. Il se complique pour plusieurs raisons. C'est que d'abord, les 50 milliards, on ne les a pas. Et ensuite, même si on les avait, ça ne suffirait pas. Donc, il faut absolument lutter un peu plus pour grignoter 500 millions par-ci, 1 milliard par-là, pour remplir le contrat. Et or, ça se complique aussi parce que les recettes fiscales augmente moins que prévu. Certes, il y a 10 milliards de plus grâce à la lutte contre la fraude fiscale, mais vous avez remarqué que dans le budget 2013, il y a 10 milliards de rentrées fiscales qui manquent. C'est-à-dire que l'impôt rentre mal. C'est-à-dire qu'on fait mieux rentrer contre la fraude, mais globalement, l'impôt rentre mal. Donc ça se complique. Et enfin, la preuve que ça se complique, c'est qu'on a jeté sur la table ces derniers temps un problème, c'est renforcer les économies dans le pôle de la défense, alors qu'il n'en était pas question. Or, il s'agirait de 9 milliards sur 3 ans, ce qui d'ailleurs crée une crise. Alors, juste une parenthèse, parlons-en Jean-Luc Gombault, parce que l'information est à la une du site Le Figaro. C'est Le Figaro qui a pu consulter cette lettre où le ministre de la Défense, donc Jean-Yves Le Drian, signifie ce soir au Premier ministre, Manuel Valls, sa grande préoccupation face aux graves conséquences, dit-il, militaires, industrielles et sociales de rabots supplémentaires dans le budget de la Défense. Donc, clairement, il y a des tensions ce soir entre l'exécutif et les chefs d'État-major. Et apparemment, d'après ce que vous me dites, d'après le ministre, avec le ministre de la Défense lui-même, dont on se demande comment sa lettre signée par lui est publiée par le site du Figaro, c'est sans doute pas par hasard. Et effectivement, il y a une alerte de l'état-major, une alerte aussi des industriels qui disent, attendez, si vous faites vos 9 milliards d'économies en plus que ce que vous nous avez demandé, il y aura, ils vont le dire sans doute demain, lorsqu'il y aura la réunion de la Commission de la Défense à l'Assemblée nationale, 50 000 emplois en jeu dans cette affaire. Donc c'est pour vous dire que la situation financière est extrêmement tendue et tout se tend, ce qui implique une lutte supplémentaire contre cette fameuse fraude fiscale avec 2 problèmes. Un, il faut renforcer la lutte contre la fraude fiscale, mais en même temps, il faut éviter d'harceler les contribuables, notamment les entreprises. Et donc, ces tensions ce soir entre l'exécutif et les chefs d'état-major, on aura sûrement l'occasion d'en reparler. Merci beaucoup Jean-Luc Gombault pour votre analyse. La suite du 22h et dans un instant, eh bien c'est l'entretien du jeudi soir. Immigration, gouvernance, emploi, l'Europe face à tous les grands sujets. On en parle avec Jean-Dominique Giuliani. C'est le président de la Fondation Robert Schuman et auteur du livre « Pourquoi et comment l'Europe restera le cœur du monde ». Petit traité d'optimisme. C'est juste après le tour de l'info en France et dans le monde. Il est préparé par Agathe Pécastin. Le Mali sombre un peu plus dans la guerre civile. Face à l'ampleur des affrontements dans le nord du pays, Bamako envisage de demander de l'aide à la France. Depuis samedi, la ville de Kidal serait aux mains des groupes armés Touareg. Près de 45 soldats français auraient assisté à l'assaut sans intervenir. L'armée française affirme vouloir lutter contre le terrorisme sans pour autant choisir un camp. Une armée qui se dit affaiblie. À Paris, le ministre de la Défense Jean-Yves Le Drian a mis en garde Manuel Valls devant les menaces de nouvelles coupes budgétaires. Mais où est donc passée Souad Mera ? La sœur du tueur de Toulouse, Mohamed Mera, pourrait avoir rejoint son compagnon avec ses 4 enfants en Syrie. Selon son avocat, elle serait en vacances en Tunisie. Elle est pourtant fichée comme membre de la mouvance salafiste et était donc surveillée par la police. La Thaïlande vit son 19e coup d'État militaire. L'armée s'est emparée du pouvoir et a suspendu la Constitution. Après 7 mois de crise politique et de nombreuses manifestations, le chef de l'armée de terre dit vouloir restaurer l'ordre. Depuis le début de l'automne, les affrontements entre l'armée et les manifestants ont fait 28 morts. Les cheminots ont manifesté cet après-midi à Paris contre la réforme ferroviaire. Le projet de loi sera examiné le 16 juin à l'Assemblée nationale. Il prévoit une réorganisation entre la SNCF et le réseau ferré de France. Pour les organisations syndicales, ces 2 entités doivent être réunies. On a déjà des craintes pour le service public, on a des craintes pour les conditions sociales des cheminots parce qu'on a une réforme aujourd'hui qui ne permet pas de réunifier le système ferroviaire. On a une réforme qui ne finance pas le système ferroviaire. Une réforme qui intervient alors même que la SNCF est accusée de graves dysfonctionnements après l'affaire des TER trop larges. À 3 jours des élections présidentielles en Ukraine, la tension monte. L'armée a subi de lourdes pertes depuis le début de l'opération visant à reprendre le contrôle de l'est du pays.
14 soldats ukrainiens ont trouvé la mort dans des affrontements avec les séparatistes pro-russes. L'entretien du jeudi 22h avec notre invité ce soir, Jean-Dominique Giuliani. Bonsoir. Bonsoir. Et bienvenue. Vous êtes le président de la Fondation Robert Schuman. Vous êtes l'auteur du livre « Pourquoi et comment l'Europe restera le cœur du monde ?» Petit traité d'optimisme. Vous êtes en bref un Européen convaincu. Est-ce que vous faites partie d'une catégorie en voie de disparition ? Oh, pas du tout, parce que dans cet ouvrage, j'essaie de tenir compte de tout ce que j'ai pu voir à l'étranger en voyageant dans le monde. Je ne ménage pas mes critiques non plus sur le fonctionnement de l'Union européenne, mais j'essaie de faire un bilan. Et je compare la manière dont nous vivons, la manière dont on nous copie partout dans le monde. C'est normal, en Europe, on dépense 50% des dépenses sociales du monde. Donc c'est le rêve de tous les peuples de venir avoir nos critères de pauvreté. Et nous faisons rêver partout dans le monde. Alors Europe désirée à l'extérieur et ONI à l'intérieur ? Oui, on fait désespérer à l'intérieur et je pense que ce n'est pas justifié, pour être très franc, que je comprends les difficultés. Il y en a d'importantes avec le chômage, avec toute une série de désespérances, des pays plus frappés que d'autres d'ailleurs, ou ceux où l'austérité s'applique. Pas en France. Il n'y a pas d'austérité en France. Et, il n'y a pas d'austérité, mais le niveau du chômage est très élevé et les difficultés sont réelles. Et donc, si vous voulez, l'Europe agit comme si elle s'était un peu envoyée en l'air pendant une trentaine d'années, en distribuant, en s'endettant, en distribuant des avantages, souvent justifiés. Et aujourd'hui, on doit mettre tout ça à niveau. C'est difficile, politiquement très difficile pour les hommes politiques. Justement, politiquement, est-ce que c'est une Europe épouvantail, défouloir, responsable de tous nos maux qu'on voit aujourd'hui? Mais oui, et je le regrette, si vous voulez. C'est pour ça que j'ai fait ce livre au titre un peu provocateur, tout en reconnaissant à l'intérieur tout ce qu'il faut modifier. Mais il faut d'abord modifier les choses chez nous, car l'Europe, c'est nous. Ce sont les gouvernements qui la font vivre. S'ils ne font rien... en ce moment, ils sont en train de passer le ballon au rugby un peu au niveau européen. Mais le chômage, la croissance, les dettes, elles sont nationales, elles ne sont pas européennes. Donc manque de courage, finalement, vous dites des grands responsables politiques en France et ailleurs, d'ailleurs de droite comme de gauche. Oui, de droite comme de gauche, en France et ailleurs. Ils veulent être aimés à tout prix. Ils pensent qu'il ne faut pas être critiqué, alors qu'en fait, on leur demande d'imposer l'intérêt général et d'être, je crois, respectés. Je crois que les Français ont parfaitement compris ça. Et leurs sentiments à l'égard de l'Europe sont exactement cela. 74% ne veulent pas sortir de l'euro. Plus de 52% estiment que l'Union européenne, c'est une bonne chose, mais qu'elle fonctionne mal. Alors, au travail, messieurs les chefs d'État, messieurs les gouvernements, au boulot. Au travail, certains se sont engagés via des tribunes. L'ancien président Sarkozy, aujourd'hui même, l'actuel chef d'État Hollande, il y a quelques semaines. Est-ce que vous y avez trouvé dans ces tribunes des paroles fortes, des propositions nouvelles et, j'allais dire, un souffle fort pour porter cette campagne? Bien terne, cette campagne, il faut le dire. Très terne, très décevante. À mon avis, ce n'est pas les vrais sujets, parce que c'est normal. Si vous voulez, la crise étant difficile, les gouvernements de droite et les gouvernements de gauche appliquent les mêmes politiques parce qu'ils n'ont pas le choix. Il faut remettre les comptes en ordre avant de pouvoir faire des politiques différentes, de sensibilités différentes. Vous voyez bien, les candidats à la présidence de la Commission des Affaires européennes, c'est pas bonnet blanc et blanc bonnet, mais enfin, ils ne sont pas des programmes très éloignés. Il y a une Europe de droite et une Europe de gauche? Non, justement, parce que l'Europe, c'est seulement à la disposition des États, et petit à petit, on construit un peuple, mais ça prendra du temps, comme un moyen supplémentaire d'action publique pour résoudre les problèmes des gens. Mais les responsabilités sont d'abord chez nous. Et dans les tribunes, j'ai trouvé, par exemple, dans celle du président Sarkozy, une idée qui me tient à cœur, et celle dont on ne parle pas, c'est une unité franco-allemande sur le plan économique. Ça a du sens. Oui, mais cette coopération économique, quand il était à la fin de son septennat, il avait dit nous aurons les mêmes nous aurons les mêmes taux d'imposition. C'est une première marche. Vous voyez, nous devrions proposer, en prenant le temps, un plan sur 10 ans, nous allons rapprocher nos fiscalités, nos régimes sociaux, c'est bien ce que veulent les gens, et on fait un petit pas chaque année. Une idée importante dans cette tribune, dans la tribune de François Hollande, l'actuel chef de l'État, est-ce que vous avez vu justement une proposition nouvelle, innovante? Non, je n'en ai pas trouvé, et c'est pas un peu ce qui m'inquiète, je le dis très franchement, parce que notamment sur le plan franco-allemand, là, je pense qu'il n'a pas pris encore vraiment la mesure de l'importance. Ça va venir, parce que les intérêts de la France rejoignent l'intérêt du couple franco-allemand. Mais je trouve qu'il faut avoir le courage de le dire, de le faire. Et je pense que le tort un peu de François Hollande, c'est d'avoir
politiser un peu le jeu avec l'Allemagne, et aujourd'hui on veut nous politiser les choix européens. Je pense que c'est pas ça qu'attendent les gens. Alors on va poursuivre bien sûr notre entretien, Jean-Dominique Giuliani, et je vous propose, aujourd'hui c'était le coup d'envoi des Européennes au Royaume-Uni et aux Pays-Bas, en attendant le tour des autres pays et de la France bien sûr. On va quant à nous poursuivre notre tour d'horizon des partis engagés dans la course, et il y en a beaucoup avec ce soir les formations à la gauche, de la gauche. Regardez les détails avec Louis Sibylle. Dernière ligne droite avant les élections, l'extrême gauche donne de la voix et profite des européennes pour tirer à boulet rouge sur le gouvernement. C'est absolument l'occasion de dire ce qu'on pense et de dire tout le mal que l'on pense de la politique de Hollande aujourd'hui. C'est parce que c'est une provocation. Politique de Hollande ou politique européenne? Mais c'est la même. L'Union européenne ne trouve donc pas plus grâce aux yeux de Nathalie Arthaud. Le seul problème aujourd'hui qui est discuté, y compris au Parlement européen, c'est de construire un grand marché européen. C'est l'Europe effectivement des affaires, c'est l'Europe du business, c'est l'Europe des marchands qui sont obsédés par la concurrence et par leurs affaires. Même son de cloche au NPA, Olivier Besancenot, leader médiatique du parti trotskiste, rentre de nouveau dans l'arène politique et se désole du manque d'union des partis révolutionnaires. On avait écrit à Lutte ouvrière, au Front de gauche, pour envisager la possibilité de se présenter ensemble. On a reçu une fin de non-recevoir, c'est pas la fin du monde. Pourtant, le message anticapitaliste est sensiblement le même. Nous, on serait pour une Europe qui fasse l'inverse de la construction européenne actuelle, c'est-à-dire une Europe qui prendrait le meilleur des droits sociaux et politiques qu'on peut trouver dans les différents pays, et cette fois-ci qu'ils partagent entre tous. L'extrême gauche n'a donc pas réussi une fois de plus à résoudre ses querelles de chapelle. Et ne devrait pas faire de gros scores dimanche, elle est créditée de 1 à 1,5% selon les partis. Voilà pour ces formations en France, à la gauche de la gauche. Jean-Dominique Giuliani, est-ce qu'on pouvait attendre de la France qu'elle donne le ton, qu'elle prenne des initiatives, mais compte tenu, j'allais dire, du score annoncé du Front National, comment la France, l'un des moteurs de l'Europe, est perçue ou va être perçue si ce score, dans les sondages, est confirmé dans les urnes? Ce n'est pas un bon message, incontestablement, mais nous ne sommes pas les seuls en Europe. Il y a une vague populiste, et comme les gouvernements sont en difficulté, et que les alternances se multiplient, parce que ça c'est le prix politique de la crise, les gouvernements tombent les uns après les autres, aujourd'hui il y a la moitié des gouvernements européens qui sont en grande coalition. Donc vous voyez bien, ce serait pas mal peut-être qu'on regarde un peu cet exemple. Eh bien, ce prix-là, c'est les extrémistes, c'est les gens qui protestent, soit parce qu'ils ne croient plus au discours politique, et donc ils se retournent vers l'Europe. Et les grands partis traditionnels sont bien contents qu'il y ait un responsable. Mais les responsables, ils sont dans les capitales, dans les parlements. C'est là que ça commence. Et si on veut quelque chose en Europe, la France est très attendue parce que c'est toujours elle qui a des idées pour faire progresser l'Europe. C'est à nous de le faire. C'est pour ça que... Quand vous dites nous, vous parlez de qui, nous? Nous, Français. Les citoyens, les gouvernements. Les gouvernements, oui. enfin ceux qui ont les moyens, le gouvernement, le président de la République, etc. C'est à eux de donner l'impulsion, vraisemblablement franco-allemande, vraisemblablement à quelques-uns, de montrer par l'exemple que l'Europe peut être très concrète pour les gens. Par exemple, une indemnité chômage qui permet aux jeunes de chercher du travail partout en Europe, porter ses droits sociaux, prendre sa retraite ailleurs dans un autre pays, etc. Concrètement de l'Europe. Ça, c'est des choses concrètes. Vous avez parlé des citoyens à l'instant. Chaque année, rappelons-le, vous publiez un grand rapport sur l'état de l'Europe avec votre fondation Robert Schuman. Est-ce qu'on peut parler d'identité européenne, d'un bien commun? Qu'est-ce qui nous réunit aujourd'hui? Ce qui nous réunit, c'est d'avoir montré cet exemple. C'est pour ça que nous restons un peu le cœur du monde et qu'on nous regarde. Nous sommes capables... Vous pensez vraiment qu'aujourd'hui l'Europe c'est le cœur du monde? Oui, ce n'est plus le centre, ce n'est pas la première puissance. Si, c'est la première puissance économique et commerciale, mais ça ne le sera plus vraisemblablement à la fin du siècle. Mais elle restera dans le mouvement de tête. Pourquoi? Parce qu'on nous copie. Nous avons montré l'exemple que nous sommes capables de travailler à plusieurs, avec nos voisins, pour coopérer et régler des grands problèmes. Comment voulez-vous régler les problèmes de l'environnement tout seul aujourd'hui? C'est ridicule. Et en plus, nous avons petit à petit commencé à essayer de créer une petite démocratie. Elle est totalement imparfaite. Quand on vous écoute, c'est vraiment un traité d'optimisme. Oui, parce mais que si où vous est voulez, l'Europe de l'énergie? Où est l'Europe de la défense? La liste est longue aussi du verre à moitié vide. Oui, mais regardez aujourd'hui la Chine. Tout le monde ne parle que de la Chine. Elle se dispute avec le Japon, alors qu'ils ont 400 milliards de dollars de commerce en commun, donc beaucoup d'intérêts. Ils se disputent des îles inhabitées. Ils envoient des avions, ils se menacent, ils se tirent dessus avec des canons à eau avant de se tirer dessus avec des canons à armes réelles. Partout dans le monde, on règle les problèmes comme ça, aujourd'hui, vous le voyez, sauf en Europe.
Et donc nous avons la paix, la stabilité, nous avons eu la prospérité, nous avons eu la crise parce qu'on était un peu trop dépensiers, généreux, etc. Il suffit de rien, il suffit d'un peu d'effort sur le plan national pour relancer un mouvement européen qui nous permet... On attend ce rien alors pour que ça reparte. C'est quoi être européen pour vous? C'est d'abord être de son pays. Moi, je suis... D'abord l'identité, j'allais dire, nationale, assumée, Absolument, je n'ai pas répondu là-dessus, vous avez tout à fait raison. Nous sommes une identité. Si nous voulons partager avec les autres nos identités, il faut assumer son identité. Moi, je suis français, mais je suis fier aussi d'être européen parce que quand je suis à Buenos Aires ou à Tokyo, on me regarde comme un Européen. Et quand le Premier ministre japonais reçoit le président des États-Unis, il ne veut pas signer un traité de libre-échange avec lui. Mais quand il vient en Europe, il dit « moi, je viens en Europe parce que là, il y a le plus grand marché du monde, la plus grande puissance économique. » On ne voit pas assez ça. Hein. Et vous le le voyez pas. de l'extérieur, mais nous, si parfois de l'intérieur, on ne le voit pas assez. Si vous demandez, permettez-moi une plaisanterie, si vous demandez aux hommes politiques nationaux, pas seulement français, d'essayer d'expliquer l'Europe, il faut le faire tous les jours. C'est comme si vous demandez à la dinde de préparer le menu de Noël. Elle sait qu'elle est au menu. Oui. Donc un jour ou l'autre, peut-être dans 100 ans, dans longtemps, on sera au niveau du continent avec un gouvernement européen. On a beaucoup de temps pour ça. C'est pour les générations à venir. Voilà. Alors, Jean-Dominique Giuliani, regardez, comme tous les jeudis, on a une semaine d'actualité qui est croquée par notre dessinateur Hervé Baudry. Je vous demanderai après de choisir un dessin, celui qui vous aura marqué. Regardez. Voilà pour cette mosaïque de dessins d'actualité croquée par Hervé Baudry. Qu'est-ce que vous retenez? Écoutez, l'affaire des trains trop larges pour les gares me paraît être ubuesque. Ubuesque, c'est le mot, oui. Oui, ce qui prouve bien quand même que même avec une administration très compétente, si on travaille à plusieurs, on est quand même meilleur que si on travaille quand même à l'Europe, là. C'est un message en creux. Je pense que l'Europe n'aurait pas fait cette erreur, elle aurait peut-être capable de le faire, mais en tout cas, par exemple en matière fiscale, si nous discutions nos impôts un peu davantage avec nos partenaires, peut-être on s'éviterait quelques fantaisies douloureuses. Ça, c'est sûr. Harmonisation fiscale également au programme. Merci beaucoup, Jean-Dominique Giuliani. Je rappelle que vous êtes le président de la Fondation Robert Schuman. Merci d'avoir été notre invité. On arrive à la fin de ce journal. Notez-le, on se retrouve dimanche soir, bien sûr, pour la grande soirée électorale sur les chaînes politiques Public Sénat et LCP. Tout de suite, c'est votre émission Le Club des Européennes, présentée par Gilles Leclerc. Et puis en attendant, on va se quitter en musique pour fêter les 90 ans déjà de Charles Aznavour. Belle et douce nuit à vous. Vers les docks où le poids et l'ennui me courbent le dos. Ils arrivent le ventre alourdi de fruits, les bateaux. Ils viennent du bout du monde apportant avec eux des idées vagabondes, reflets de ciel bleu, de mirages. Traînant un